On entame la correction des exercices proposés aux examens de baccalauréat concernant la section SVT. Et cela pour les exercices de l'unité numéro 2, l'information génétique, pour les examens des sessions normales 2018 et rattrapage 2018. Et on commence par la session normale 2018. Donc voilà le sujet. J'espère que vous l'avez déjà réalisé chez vous, bien sûr, et que vous avez compris comment répondre aux questions des examens de baccalauréat marocain. Donc lisez bien les données de l'exercice et soulignez les informations importantes qui vous aideront à comprendre les questions pour donner la bonne réponse. On commence la correction. La polykystose rénale est une maladie ou est la maladie génétique des reins la plus commune. Elle est caractérisée par le développement progressif de multiples kystes dans les reins, ce qui provoque une insuffisance rénale. Cette maladie est accompagnée par d'autres symptômes, dont l'hypertension artérielle, l'apparition du sang dans les urines et la polykystose hépatique. Donnée 1. Des études récentes ont montré une relation entre la polykystose rénale et un complexe protéique intégré dans la membrane cytoplasmique des cellules tubulaires du rein. Ce complexe est formé de deux protéines appelées polycystine 1, PC1, et polycystine 2, PC2. Dans le cas normal, le complexe PC1 et PC2 permet le passage d'ions calcium et la régulation de l'activité d'une voie réactionnelle à l'intérieur des cellules appelées mTOR. Toute altération au niveau de ce complexe a un impact sur la croissance et la division cellulaire. Le document 1 montre la relation entre le complexe PC1-PC2 et la multiplication des cellules tubulaires chez une personne saine, figure 1, et chez une personne malade, figure B. Donc vous avez ici la figure 1 et vous avez ici la figure B. Pour une personne saine dont le rein est sain, et pour le rein, pour la personne malade qui a un rein qui est malade, qui présente des nodules ou des kystes. Alors, première question, on vous demande de comparer les données du document 1 de la personne saine à celle de la personne malade. Donc, ce qu'on peut comparer, c'est l'aspect du rein, l'aspect du complexe PC1-PC2, le rôle, c'est-à-dire son rôle, c'est-à-dire sur le passage du calcium, et bien sûr, la multiplication des cellules rénales. Donc, ce qu'on peut dire sur l'aspect du rein, chez l'individu normal, le rein, il est normal, il est sain, alors qu'il est caractérisé chez l'individu malade par des nodules ou des kystes. Pour le complexe PC1-PC2, PC1-PC2, vous voyez ici, il est normal. Par contre, ici, il est anormal. Ceci, bien sûr, va entraîner quoi? C'est que chez la personne saine, le flux du calcium sera normal et le flux du calcium sera très faible chez l'individu malade. Ceci, bien sûr, va entraîner chez la personne saine une prolifération ou une multiplication des cellules normales de façon qui est très normale pour donner des cellules normales ou des reins normales. Par contre, chez l'individu malade, on a une multiplication des cellules qui est très importante, voire anarchique, pour donner bien sûr des kystes qu'on voit ici chez le rein malade. Donc ce qu'on peut écrire pour comparaison, l'aspect du rein il est normal chez la personne saine alors qu'il est caractérisé par la formation de kystes chez la personne malade. Pour le complexe PC1-PC2, il est normal chez la personne saine et anormal chez la personne malade. Le flux d'ion calcium est normal chez la personne saine, mais l'activité de mTOR est faible, alors que chez la personne malade, le flux d'ion calcium est faible et l'activité de mTOR est forte. La multiplication cellulaire, elle est normale chez la personne saine, alors qu'elle est importante chez la personne malade. On passe à la deuxième partie. Donnée numéro 2, la synthèse de la polycystine 1 est contrôlée par un gène appelé PKD1. La figure A du document 2 montre un fragment du bras transcrit du gène PKD1 chez une personne normale et chez une personne atteinte de la polykystose rénale.
La figure B du document, bien sûr, donne un extrait du code génétique. En utilisant les figures A et B du document, donnez la séquence de l'ARN M et la séquence des acides aminés correspondant au fragment des gènes PKD1 chez la personne saine et la personne malade, puis expliquer l'origine génétique de la polykystose rénale. Bien sûr, comme toujours, on va chercher l'ARN M à partir du brin transcrit de l'ADN. Et de là, bien sûr, on va chercher, grâce au code génétique, la succession des acides aminés. Donc voilà le brin transcrit d'ADN. Voilà le brin d'ARN M qu'on peut bien sûr réaliser par complémentarité grâce à la complémentarité des nucléotides. Bien sûr, en faisant attention à remplacer le thymine chez l'ARN M par l'uracile. Et de là, bien sûr, grâce au codon qu'on a ici, on va chercher l'acide aminé correspondant grâce au tableau. Par exemple, CGA, c'est l'arginine, et voilà arginine, et ainsi de suite. De même, pour l'individu malade, on va faire la même chose. Maintenant, on vous demande d'expliquer l'origine génétique de la maladie. Pour expliquer l'origine génétique, on doit bien sûr comparer ces données qu'on a ici, c'est-à-dire l'ADN chez l'individu sain et l'ADN chez l'individu malade, ainsi que la succession des acides aminés. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acides aminés. Alors ici, on a seulement 6 acides aminés. Donc, il y a un acide aminé de moins. Donc, on va chercher où se fait cette délation. Remarquez ici, on a arginine, leucine, valine. Puis arginine que voilà, arginine que voilà, et glycine que voilà. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la leucine a disparu. Donc, si la leucine a disparu, ça veut dire que le triplet GAC a disparu. Donc, il y a délétion d'un triplet GAC à la position 73, 74, 75, donc 76. Donc, à la position 280 076. Vous voyez? Donc, ce qui est en rouge a disparu. Pour donner seulement la séquence peptidique, celle-ci, chez l'individu malade. Donc, ce qu'on peut écrire. Donc, la comparaison entre les séquences des ADN, non pas ARN, hein, des ADN montre la présence d'une mutation par délétion du triplet GAC à la position 290 076 au niveau du bras d'ADN de l'individu malade. La comparaison entre les séquences peptidiques montre l'absence de l'acide aminé leucine donnant une protéine modifiée. Donc la mutation au niveau du gène PKD1 suite à une délétion de 3 nucléotides GAC dans la position 290 076 entraîne la synthèse de la protéine PC1 anormale, d'où la formation du complexe PC1-PC2. Anormal, ce qui induit une perturbation des divisions des cellules tubulaires du rein et apparition ainsi de la polykystose rénale. Troisièmement, le document 3 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la polykystose rénale. On vous demande, sachant que cette maladie est liée à un allèle dominant porté par le chromosome 16. Donc on vous donne tout. L'allèle est dominant et le chromosome n'est pas sexuel, c'est le chromosome 16 autosomal. Donnez en justifiant votre réponse le génotype des individus 1, 1, 1, 2, 2, 1 et 2, 2. 1, 1, il est malade. 2, 2, il est 2, 1, 2, 1, il est malade. Et 2, 2, il est saine. Et bien sûr, dans des enfants qui sont sains. Donc le génotype des individus 1, 2, 2, 1 et 2, 2, que voilà. Donc l'individu 1, 2, il est malade, c'est une femme de phénotype malade. Elle a donné des enfants sains, 2, 3, 2, 3, il est sain, et 2, 4. Donc, il est hétérozygote. Donc, elle est hétérozygote parce que son mari, il est sain. C'est-à-dire, pour avoir des enfants sains, il doit avoir petit p, petit p. Petit p, ça provient du père qui est sain, et un autre petit p, ça doit venir de la mère qui doit être hétérozygote. Le 2-1. Alors, 2-1, c'est un mâle qui est malade. Donc, un homme de phénotype malade.
il a donné des enfants sains aussi. Voilà, le 3-1 et 3-2 qui sont sains, donc il est aussi hétérozygote, bien que sa femme, elle est saine. Le 2-2, elle est saine, donc petit p, puisque la maladie est dominante. Donc pour qu'il soit, c'est-à-dire cette femme soit saine, il doit porter petit p, petit p. Donc il doit être homozygote. Déterminer la probabilité pour que le couple 2-1, 2-2, 2-1, 2-2 donne naissance à un enfant malade. Utilisez l'échiquier de croisement. Vous avez ici déjà leur génotype. Donc on a 2-1, 2-2, on a grand P, petit p et petit p, petit p. Donc pour répondre à la question, on doit réaliser ce qu'on appelle l'interprétation chromosomique pour aboutir à l'échiquier de croisement. Donc comme interprétation chromosomique, vous avez ici le phénotype, c'est-à-dire les parents plutôt 2-1, 2-2. Leur phénotype P, grand P et petit p. Génotype, celui-là, il est hétérozygote grand P, petit p, alors que celle-ci, elle est petit p, elle est saine. Donc l'individu hétérozygote va donner deux types de gamètes de même proportion 1,5, alors que l'individu homozygote va donner seulement le même, c'est-à-dire même type de gamète, 100% de petit p. Et lorsqu'on fait le tableau, on a ces résultats-là, ce qui montre que pour qu'il y ait un enfant malade, c'est-à-dire donner naissance à un enfant malade, il y a une probabilité de 1,5. Donc pour qu'il y ait un enfant malade, on a une probabilité qui est de 1,5. La polykystose rénale touche une personne par 1000 individus d'une population donnée. En considérant que cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg, calculer la fréquence de l'allèle normal et de l'allèle responsable de la maladie, et enfin calculer la fréquence des personnes hétérozygotes pour le gène étudié. Donc, puisque ici la maladie est dominante, la polykystose rénale touche une personne parmi 1000. Donc on a une personne malade par 1000. Donc 999 sont sains. Et ils ont comme génotype petit p de fréquence Q carré. Donc de là, on peut bien sûr calculer la fréquence de l'allèle normal récessif qui sera, donc du fait que la population étudiée obéit à la loi de Hardy-Weinberg, calculer les fréquences allyliques. On sait que la fréquence de la maladie est de 1 sur 1000, c'est-à-dire qu'une personne malade, on a 999 personnes saines. Pour l'allèle normal récessif, un individu sain est de fréquence f de pp est égal à q carré, c'est-à-dire qu'on a 999 sur 1000, ce qui donne q est égal à racine carrée de cette équation. Donc c'est 0,9994. Donc ça c'est la fréquence q de l'allèle p, l'allèle récessif normal. Pour l'allèle mutant, qui est le dominant et qui est responsable de la maladie, donc petit p est égal à 1 moins q. Donc on va avoir f de p est égal à 0,0006. Et en fin de compte, on nous demande de calculer la fréquence des personnes hétérozygotes. Donc toute personne hétérozygote sera 2pq. On a les valeurs p et valeurs q, donc on n'a qu'à faire la multiplication. Donc 2pq, voilà l'équation et voilà le résultat. Donc les personnes hétérozygotes présentent 0,11% de cette population. Bien sûr, on accepte toutes les valeurs proches de ces résultats. Maintenant, on passe à la correction de la session de rattrapage 2018. Vous avez ici le texte. Donc, pour vous tester, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cet examen proposé lors de la session de rattrapage 2018. Si vous l'avez déjà fait, c'est bien. Sinon, essayez de faire un effort et essayez de trouver des résultats. Alors, on passe à la correction. Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes. Donnée 1.
La mitose assure la multiplication et le renouvellement des tissus vivants et constitue avec l'interphase un cycle cellulaire. Le document 1 présente deux phases de ce cycle chez une cellule animale, figure A. Figure A présente l'interphase, figure B présente la prophase. Donc vous avez ici le document 1 qui présente les cellules et leurs caractéristiques. Dégagez les modifications qui se sont produites au niveau du noyau et du cytoplasme en passant de l'interphase à la prophase. Donc on vous demande de comparer ces deux schémas, l'interphase et la prophase, en indiquant quelles sont les modifications qui se sont produites lors ou en passant de l'interphase vers la prophase, et cela concernant le noyau et le cytoplasme. Donc comme vous le voyez, si on parle du noyau, on constate qu'il y a disparition de la membrane nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a une fragmentation de la membrane nucléaire, ce qui entraîne bien sûr sa disparition. Aussi la disparition du nucléole. Et on constate l'apparition des chromosomes par, bien sûr, condensation de la chromatine. Ça, c'est pour le noyau. Pour le cytoplasme, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a une formation d'un faisceau achromatique. Vous voyez ici, faisceau achromatique qui se forme donc à partir des astères, puisqu'on parle de cellules animales. Donc à partir des astères. Ces astères, bien sûr, qui se sont formés à partir du centrosome. Donc ce qu'on peut écrire ou donner comme résultat ou comme réponse, les modifications produites en passant de l'interphase à la prophase concernant ou au niveau du cytoplasme. On constate la migration du centrosome vers les deux pôles opposés de la cellule, la formation du fuseau achromatique, alors qu'au niveau nucléaire, fragmentation de l'enveloppe nucléaire et disparition du nucléole, condensation de la chromatine et formation des chromosomes qui se sont bien sûr individualisés. Deuxième donnée, le noyau contient plusieurs types de protéines fibreuses appelées lamines, responsables de la structure du noyau. L'altération d'un type de lamine, c'est-à-dire lamine A, peut être à l'origine d'un syndrome appelé progéria. Parmi les symptômes de ce syndrome, une petite taille, des complications métaboliques et un vieillissement prématuré grave associé à une disposition ou prédisposition au cancer. Le document 2 présente les données concernant le rôle des lamines A dans le cas normal et dans le cas de la progéria. Vous avez ici pour une personne saine et là pour une personne qui est malade. On vous demande, en vous basant sur le document numéro 2, comparer les données de la personne saine à celles de la personne malade, puis montrer la relation protéine-caractère. Donc remarquez ici, on commence par la personne saine. Elle a des protéines lamines qui sont normales, l'autre des protéines anormales. Remarquez ici leur disposition. Chez l'individu sain, les protéines sont bien réparties. Les dispositions de lamines sont bien réparties et elles sont bien sûr ordonnées, alors que vous voyez, elles sont ordonnées l'une après l'autre. Alors que chez l'individu malade, ils sont désordonnés, ils ne sont pas bien répartis. Pour la structure de noyau, là on voit un noyau bien arrondi avec des nucléoles, des ioles, de la chromatine, etc., une membrane, etc. Par contre, chez l'individu malade, on a un noyau qui est déformé. Pour le phénotype, qu'est-ce qu'on peut dire? Chez l'individu sain, il y a une division normale des cellules, donc réparation et renouvellement des tissus, d'où un phénotype qui est normal, alors que chez l'individu malade, il y a une division anormale des cellules, anomalie des réparations et des renouvellements des tissus, d'où bien sûr le vieillissement précoce. Donc on vous donne tout, vous n'avez qu'à faire une comparaison et écrire des phrases qui sont bien et correctes. Vous pouvez bien sûr donner votre réponse soit sous forme de tableau, soit écrite. Donc si on voit ici sous forme de tableau, on a ici la personne saine et la personne malade. Pour la protéine A, elle est normale. L'autre, c'est-à-dire la personne malade, elle est anormale. Sa disposition, elle est ordonnée. Chez l'autre, elle est désordonnée. La structure du noyau, elle est normale. Là, elle est déformée.
Le phénotype, là bien sûr des divisions cellulaires normales avec réparation et renouvellement des tissus, comme vous voyez ici. Et là, la division des cellules est anormale avec altération de la réparation et du renouvellement des tissus chez la personne malade, donc vieillissement précoce. Donc j'ai dit que vous pouvez donner soit sous forme de tableau, soit sous forme écrite. Et de là, on vous demande bien sûr de donner, de montrer la relation protéine-caractère. Alors, le caractère, c'est quoi? C'est que l'individu, soit il est sain, soit il est malade. Et cela est dû à quoi? Bien sûr, à la disposition des lamines, s'ils sont bien ordonnés ou désordonnés. Donc, les protéines, s'ils sont normales, l'individu est normal. Si les protéines sont anormales, l'individu est malade. Donc, toute modification de la protéine entraîne une modification du caractère, d'où la relation protéine-caractère. Donc, toute modification de la protéine, l'amine A, entraîne une modification des caractères, c'est-à-dire division cellulaire, d'où la relation protéine-caractère. Donnée 3. Des analyses génétiques ont permis d'associer cette maladie au gène LMNA. Deux allèles de ce gène ont été identifiés, LMNA+, qui gouverne la synthèse de la protéine normale, et LMNA-, qui gouverne la synthèse de la protéine anormale. Le document 3 présente le fragment de brin transcrit, vous voyez bien ici, brin transcrit de l'allèle LMNA+, d'un CG sain, et un fragment de l'allèle LMNA- d'un CG atteint d'une des formes de la progéria. La figure B, bien sûr, donne un extrait du tableau du code génétique. En vous basant sur le document 3, donnez les séquences des ARN et des acides aminés du sujet sain et du sujet malade, puis montrez la relation gène-protéine. Tout à l'heure, on a montré protéine-caractère. Maintenant, on vous demande de montrer la relation gène-protéine. Donc, pour bien sûr chercher les séquences des ARN, bien sûr, on doit écrire la séquence transcrite de l'ADN. De là, on cherche la complémentarité, c'est-à-dire la synthèse de l'ARN-M. Et de là, bien sûr, on va chercher les acides aminés. Voilà donc la séquence de brins d'ADN transcrit, la séquence de brins d'ARN-M, et bien sûr la séquence des acides aminés grâce bien sûr au tableau, pour l'individu sain et pour l'individu normal. Alors pour chercher la relation gène-protéine, bien sûr on doit faire la comparaison. Si on compare ces deux brins d'ADN, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'au début, CAC, on a ici CCC. Donc qu'est-ce qu'on constate? On peut dire qu'il y a une modification de A par C. Mais, remarquez ici, à la quatrième place, C, G, 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 G. On va dire que C a été remplacé par G. Non. Mais, si on compare cette série avec celle-ci, remarquez ici, C, si on enlève ce A, on enlève, qu'est-ce qu'on va avoir? C, 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 que voilà. Puis G, G, T, que voilà. Puis T, C, G, que voilà. Et ainsi de suite. Donc, si on élimine ce nucléotide, toute cette série va être décalée vers la gauche. Et ce qui va entraîner, bien sûr, la modification des codons et en plus la modification des acides aminés. La mutation par délétion du nucléotide A au niveau du triplet 169 du brin de l'ADN de la personne malade a changé le cadre de la transcription de l'ARN-M, d'où la synthèse d'ARN-M modifiée par rapport à l'ARN normal, et synthèse d'une chaîne peptidique courte, présence d'un codon non-stop, UAG, un codon non-stop, donc arrêt de la traduction, donc production d'une protéine qui est très courte. Donc synthèse d'une protéine lamine A altérée, ce qui explique l'apparition de la maladie. Donc il y a une relation entre le gène et la protéine. Donnée numéro 4. Dans l'espoir de trouver un traitement du syndrome progéria,
Des études récentes basées sur les techniques du génie génétique ont été réalisées chez des souris présentant les mêmes symptômes de la progéria. Ces études utilisent un traitement génétique qui consiste à introduire une séquence d'ARN appelée antisens dans les cellules de ces souris. Cet ARN antisens est capable de se lier d'une façon complémentaire à l'ARN codant pour la protéine anormale. Le document 4 présente le principe du traitement utilisé. Alors remarquez ici, on a l'ADN, on a l'ARN. L'ARN bien sûr va sortir vers le cytoplasme et lorsqu'on introduit une séquence de l'ARN antisens, elle va se lier avec cet ARN M, ce qui va arrêter bien sûr la lecture ou la traduction de l'ARN M pour donner cette protéine anormale. Donc l'ARN antisens se lie de façon complémentaire à l'ARN M codant pour la protéine anormale, ce qui empêche la traduction de l'ARN de cet ARN M qui est altéré et empêche ainsi la production de la protéine anormale responsable de la maladie. On nous demande ici de proposer une technique qui permettrait expérimentalement de modifier génétiquement les cellules malades et les rendre capables de produire l'ARN antisens de façon permanente. Donc pour produire c'est-à-dire l'ARN antisens par l'individu malade de façon normale, on doit bien sûr modifier la composition génétique de ces cellules. Alors si on introduit dans le génome des cellules malades des séquences d'ADN qui codent pour l'ARN antisens, ainsi l'individu malade sera capable de produire l'ARN M antisens qui va se lier à l'ARN M altéré qu'il produit, bien sûr. Ainsi, il va bien sûr arrêter la synthèse de cette protéine inefficace ou non fonctionnelle, et ainsi la maladie va s'arrêter ou disparaître. Donc, par introduction dans le génome des cellules malades d'une séquence d'ADN qui code pour l'ARN antisens, d'où résultent des cellules modifiées génétiquement capables de produire l'ARN antisens d'une façon permanente. Ainsi, bien sûr, ces ARN antisens vont se lier avec l'ARN altéré qu'il produit, c'est-à-dire que le malade produit. Ainsi, il va arrêter la traduction et synthèse de protéines anormales qui vont bien sûr entraîner la maladie. Je vous laisse ici les examens proposés en 2019 à faire chez vous et pour vous entraîner et vous tester. Voilà pour l'année 2019 et voilà pour la session de rattrapage 2019. J'espère que vous auriez l'envie de réaliser ces examens. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.